Bon, Coco, cocotte, aujourd'hui j'avais envie de te causer de l'un de mes thèmes de prédilection, à savoir le dépassement de soi, la transcendance. Si tu me suis sur SoundCloud, et je sais que tu me suis sur SoundCloud, comment ne pas m'y suivre, tu sais que la transcendance est un de mes thèmes majeurs. Pour illustrer ce thème aujourd'hui, j'ai décidé de te causer de Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi, c'est qui? Bon, pour toi qui ne le sais pas forcément, je vais te le dire. C'était un maître en arts martiaux. Un maître en arts martiaux, japonais comme son nom l'indique. Il a vécu au XVIIe siècle. C'était exactement ce qu'on appelle un ronin, c'est-à-dire un samouraï sans maître. Il était samouraï, mais il n'a pas ployé le genou devant un seigneur. En tout cas, pas durant une grande partie de sa vie. Tu vois, il a été ronin, il a été libre une grande partie de sa vie. Musashi, c'est une des figures de proue de l'imaginaire collectif japonais. C'est un peu même plus qu'un peu, c'est la figure idéale du guerrier philosophe, si tu veux. Il a écrit un livre qui s'appelle Le traité des 5 roues. Le traité des 5 roues, et c'est un livre, un petit livre fondamental qui mêle, si tu veux, considération philosophique et Bushido. Alors le Bushido, c'est le code du guerrier chez les samouraïs. Le Bushido. Do, c'est la voie. La voie V-O-I-E, hein, pas la voie. La voie V-O-I-E, c'est la voie à suivre. Le Bushido, c'est la voie à suivre pour le guerrier. Bushi, c'est guerrier. Ok? Donc, le traité... Alors, il faut savoir un truc quand même qui est exceptionnel, c'est que le fameux traité des 5 roues, là, dont je te cause, est étudié dans les écoles de commerce occidentales. Il est étudié ici. Il est étudié à Sciences Po, ou en tous les cas dans les instituts de formation politique divers et variés. Ici même en Occident, les futurs décisionnaires occidentaux, les futurs leviers du monde, se forment à la sagesse asiatique, ce qui est quand même remarquable. Ils se forment à cette sagesse-là. Alors ils puisent, ces étudiants, hein, ces futurs décisionnaires, ils puisent dans des ouvrages tels que le traité des 5 roues ou l'art de la guerre de Sun Tzu. Ils puisent dans ces ouvrages-là l'essence même de la stratégie, tu vois, l'essence même de son mode opératoire. Okay, en gros, c'est comment vaincre ses faiblesses, vaincre l'adversaire, tirer avantage de n'importe quelle situation conflictuelle. On est bien au-delà de la chevalerie japonaise. Tu vois, là, on touche à l'universel et à l'intemporel. Nous sommes tous potentiellement des Miyamoto Musashi, okay, qui était encore une fois un homme remarquable, un bretteur et un philosophe remarquable. Voilà, Coco. T'as compris? C'est bien. Voilà, c'est le monde l'aigle. C'est le monde l'aigle, ça y est. Musashi y est, il est parvenu jusqu'au monde l'aigle. Oh là là, dans son exaltation, il ne voyait là aucune barrière infranchissable. Empoignant de fortes lianes, il entreprit l'ascension de la paroi rocheuse, à moitié en grimpant, à moitié en se balançant. Quelques lois de gravité inversées paraissaient le soulever. Arrivé au sommet de la falaise, il explosa en un cri de triomphe. De là, il pouvait distinguer le cours blanc de la rivière et la grève argentée de Futamigura. Devant lui, à travers un maigre bosquet voilé de brouillard nocturne, il voyait le pied du mont de l'Aigle. Ce mont, c'était Sekishusai, son rival. Sekishusai, son rival.
Comme il avait ri tandis que Musashi gisait dans son lit. Le pic maintenant continuait à se moquer de lui. Son esprit inflexible se sentait littéralement assailli par la supériorité de Sekishusai. Elle l'opprimait, cette supériorité de Sekishusai. Elle le retenait. Donc tu vois, il assimile le rival humain, Sekishusai, un autre grand guerrier, un autre samouraï. Il l'associe à la montagne. Ce qu'on appelle un combo. Peu à peu, son objectif prit forme. Grimper au sommet et donner libre cours à sa rancœur. Fouler aux pieds la tête de Sekishusai, lui montrer que Musashi pouvait gagner et il gagnerait. Bon, il avançait contre l'opposition des mauvaises herbes, des arbres, de la glace, tout ennemi qui tentait désespérément de le retenir. Chaque pas, chaque souffle était un défi. Son sang, glacé un peu plus tôt, bouillait, son corps fumait, tandis que la sueur de ses pores rencontrait l'air gelé. Musashi étreignait la surface rouge du pic, cherchant du pied un appui. Il lui fallait lutter. De petites pierres tombaient en avalanche jusqu'au bosquet d'en bas. 30 mètres, 60 mètres, 100 mètres. Il était dans les nuages. Lorsqu'ils se dissipèrent, il semblait d'en bas suspendu sans poids dans le ciel. D'en haut, le pic le regardait froidement. Maintenant, près du sommet, ce n'était pas le moment de faiblir. Non, non. Un faux mouvement, il dégringolerait. Dans une avalanche de pierres, il soufflait le Musashi, grognait, ses pores eux-mêmes haletaient, si intense était l'effort que son cœur semblait sur le point de lui jaillir de la bouche. De lui jaillir de la bouche en explosant. Il ne pouvait que grimper quelques dizaines de centimètres, puis se reposer. Puis grimper encore quelques dizaines de centimètres, puis se reposer de nouveau. Le monde entier s'étendait au-dessous de lui, la grande forêt qui entourait le sanctuaire. Ce ruban blanc qui devait être la rivière, le mont Asama, le mont Mae, le petit village de pêcheurs là-bas. Tu vois là-bas, le petit village de pêcheurs Toba. Il est là-bas, le petit village de pêcheurs Toba. La vaste mer dégagée. J'y suis presque, songea-t-il. Encore un petit effort. Encore un petit effort, si facile à dire, mais si difficile à faire. Ah, car encore un petit effort est ce qui distingue le sabre victorieux du sabre vaincu. L'odeur de sueur dans les narines, étourdi, il avait l'impression d'être blotti contre la poitrine de sa mère. La rugueuse surface de la montagne se mit à ressembler à la peau de sa mère, et il éprouva un violent désir de dormir. Non, pas dormir, non, pas maintenant, non, mais à cet instant précis, un morceau de roc céda sous son gros orteil et le ramena à la raison. Il chercha du pied un autre point d'appui. Ça y est, j'y suis presque. Les mains et les pieds noués par la souffrance. Il s'agrippa de nouveau à la montagne. Ah, si son corps ou sa volonté faiblissait, se disait-il un jour, en tant qu'homme d'épée, s'en serait sûrement fait de lui. C'était ici que se jouait le sort des armes. Ici, et Musashi le savait. Voilà pour toi, Sekishusai, espèce de salaud. À chaque traction, il exécrait les géants qu'il respectait. Écoute ça comme c'est beau. À chaque traction, il exécrait les géants qu'il respectait. Exécrer, respecter dans la même phrase. C'est ce qu'on appelle le lotus flamboyant. C'est surhomme qu'il avait amené là, qu'il devait vaincre et qu'il vaincrait. Autant pour toi, Nikan, et pour toi, Takuan.
Il grimpait sur la tête de ses idoles, les piétinait, leur montrait lequel était le meilleur. Lui et la montagne ne faisaient maintenant plus qu'un, mais la montagne, comme étonnée par cet être qui s'agrippait à elle, grondait et crachait à intervalles réguliers des avalanches de sable et de gravier. Musashi cessait de respirer comme si quelqu'un l'avait giflé. Tandis qu'il s'accrochait au roc, le vent soufflait en rafales, menaçant de l'emporter avec la roche. Puis soudain, il se retrouva couché à plat ventre, les yeux clos, sans oser faire un mouvement. Mais dans son cœur, il chantait un chant d'exaltation. À l'instant où il s'était allongé, il avait vu le ciel dans toutes les directions, et brusquement, la lumière de l'aube apparut sur l'océan blanc des nuages au-dessous de lui. J'ai réussi. J'ai gagné. Dès qu'il se rendit compte qu'il avait atteint la cime, sa volonté tendue se rompit comme la corde d'un arc. Oh là là, le vent du sommet lui douchait le dos de sable et de pierre, là, à la frontière entre ciel et terre. Musashi sentait jaillir dans tout son être une joie indescriptible. Son corps trempé de sueur s'unissait à la surface de la montagne. L'esprit de l'homme et l'esprit de la montagne accomplissaient le grand œuvre. Le grand œuvre de procréation. Oh là là, oh c'est beau. Dans la vaste étendue de la nature à l'aube. En proie à une extase divine. Musashi dormit du sommeil du juste. Ça y est, il peut dormir enfin du sommeil du juste. Il l'a bien mérité, Coco. Tu peux pas dire le contraire, tu peux pas. Lorsqu'enfin il releva la tête, son esprit avait la pureté, la clarté du cristal. Il avait envie de sauter, de s'élancer comme un verron dans l'eau vive. « Il n'y a rien au-dessus de moi !» s'écria-t-il. « Je suis debout au sommet de la tête de l'aigle. » Le jeune soleil du matin répandait sa lumière rougeâtre sur lui et sur la montagne cependant qu'il tendait ses bras, musclés, sauvages, vers le ciel. Il abaissa les yeux sur ses deux pieds plantés solidement au sommet et il vit couler de son pied blessé comme un plein seau de pus jaunâtre. Miam, miam, miam. Parmi la pureté céleste qui l'entourait s'éleva l'odeur étrange de l'humanité. Ouais, ça sent bizarre. La douce odeur des tristesses dissipées. La douce odeur des tristesses dissipées. Il a réussi, Musashi. Toi aussi, tu peux réussir. Concentre-toi. N'aie pas peur. Je suis là pour toi. Ça t'a plu ça, Coco, hein? T'as aimé ça? C'était bien bon, ouais. La pierre et le sabre. La pierre et le sabre d'Eishi Yoshikawa. C'était un extrait de La pierre et le sabre. Alors, il faut savoir une chose, c'est que Eishi Yoshikawa est un immense écrivain devant l'éternel. Un immense écrivain. Donc, La pierre et le sabre et sa suite, La parfaite lumière, constituent les aventures romanesques de Miyamoto Musashi, le d'Artagnan historique de la culture japonaise, Miyamoto Musashi. Bon, alors d'Artagnan, oui, d'Artagnan par le goût de l'escrime, ça c'est vrai. Par contre, c'est vrai aussi que la comparaison avec d'Artagnan tourne court, puisque contrairement à d'Artagnan, Musashi fait cavalier seul. Il fait cavalier seul, et d'autre part, il allie l'autodiscipline à la spiritualité zen,
inconnu de notre D'Artagnan national. Bon. En tout cas, sous cette forme-là, le zen, sous cette forme-là codifiée, est inconnu de notre D'Artagnan national. Bon. J'avais envie de te lire cet extrait parce que j'y vois une comparaison fascinante à faire avec une remarque qu'a fait ma fille au sujet d'un camarade de classe. Voilà. Alors on va appeler ce camarade de classe Billy Bob. Billy Bob, c'est lui. Tu vois, le petit blond qui est là, c'est lui Billy Bob. Et ma fille, c'est la petite qui lui fait face, c'est elle. Bon, pas très ressemblant, mais c'est pas grave. Donc, il faut savoir une chose, c'est que Billy Bob et ma fille fréquentent les mêmes classes depuis le primaire. Ils sont collégiens aujourd'hui. Ma fille est douée à l'école, elle est douée tout court. J'ai envie de te dire que les lions ne font pas des zèbres. Alors, Billy Bob, de son côté, il est doué aussi. Hein, il est très doué. Il le sait, il en joue beaucoup, il étale sa science, le gamin, regarde-le, avec son petit pull là. Ouais, salut, c'est moi, Billy Bob. Donc Billy Bob, tu vois, il étale sa science, il étale son appétit de connaissance. Aux yeux des autres gamins, ma fille y compris, elle est là. Salut. Donc aux yeux des autres gamins, si tu veux, c'est le faillot par excellence, Billy Bob. Ma fille me disait l'autre jour qu'il s'est encore fait remarquer en classe. Tu vois ? Alors, remarquer positivement, contrairement à Mimi Cracra, on va l'appeler comme ça, Mimi Cracra, tu vois, c'est la bzzz, c'est la gamine qui lève les deux bras, là, Mimi Cracra, qui monte sur la table. Voilà, donc contrairement à Mimi Cracra, la délinquante de service, insolente, paresseuse, sécheuse, agressive, et j'en passe. Billy Bob, lui, par contre, alors il se fait remarquer positivement, notamment en cours d'anglais, d'accord ? Alors il se la raconte avec son accent, il participe tout le temps, et il met le prof dans sa poche. Il sait mettre le prof dans sa poche. Le prof ne jure que par lui, tu vois ? Il le tient en grande estime, le désigne en exemple. Bref, aux yeux des autres gamins, si tu veux, ma fille y compris, hein, c'est du favoritisme éhonté. Bon. Alors moi j'ai dit à ma fille une chose. Écoute ma chérie, plutôt que de blâmer le professeur, ou de critiquer Billy Bob dans son dos avec tes copines, tire avantage de la situation. Que Billy Bob, ici présent, te serve de baromètre, exactement comme ses rivaux servent de baromètre à Musashi. On l'a vu ça. Tu vois ? Cherche à te dépasser en le dépassant. Pas dans le faillotage, mais dans l'excellence. Alors, évidemment, il ne s'agit pas pour toi d'être son ami. Ça va être difficile, et ça l'a toujours été depuis le primaire, concrètement. Mais d'être son émule, son adversaire fair-play. Alors elle m'a répondu oui, voilà, en rochonnant un peu, hein, c'est normal. On n'enseigne pas aux enfants l'esprit de compétition, c'est une mauvaise chose pour beaucoup de gens. Graine de la jalousie, siège des mauvaises pensées, c'est pas bien, l'esprit de compétition, Moi, je crois que l'esprit de compétition est vital. On ne peut pas se mesurer à soi-même sans le moindre point de comparaison. T'es bien d'accord avec ça ? On vit en société, pas sur l'île de Robinson. Soi-même ne veut rien dire si l'on ne peut pas se situer soi-même, se jauger soi-même à l'aune des autres, des camarades, des compétiteurs, du monde. Tu vois ? Les autres nous poussent à exceller, qu'ils le veuillent ou non. D'ailleurs, il y a un excellent film sur le sujet, Rush,
de Ron Howard, Rush. Alors Rush, c'est la spectaculaire rivalité entre deux pilotes de F1. Et vas-y, qu'on se frotte l'un à l'autre, qu'on se brûle l'un à l'autre, et qu'on explose dans l'excellence l'un et l'autre. Je prône l'esprit de compétition, l'esprit combatif, je le prône. À nous, les adultes raisonnables, de réguler les passions, de canaliser les ardeurs, et d'inciter les jeunes à devenir des Miyamoto Musashi en puissance. Tu vois, il y a corrélation entre tout ce que je te dis. Elle est pas belle la vie. Allez, je te bise. Ciao.